Merci. Donc, nous, on va prendre, suite à ces éléments un peu plus précis sur les statines et le risque cardiovasculaire, on va prendre un peu plus de hauteur. Alors, mon seul lien d'intérêt, mais qui, je ne pense pas qu'il soit un conflit, c'est que je suis membre du CNGE. Donc, on va commencer par se mettre en condition. On va dire que c'est les vacances. On est tranquille. Et puis, on veut prendre des vacances loin. Donc, on prend l'avion. On va prendre un autre continent. Alors, c'est pas très bien. On va dire que c'est rare que vous faites ces vacances. Vous arrivez sur place, et alors là, beau paysage, vous faites des photos partout, vous mettez ça sur les réseaux, vous faites chauffer la batterie du téléphone, quoi. Et du coup, vous arrivez le soir, il faut brancher le téléphone, et là, vous êtes confronté au problème de la standardisation. C'est ce pourquoi nous allons... c'est par ce prisme-là qu'on va discuter des recommandations de bonne pratique. Alors, la standardisation, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui découle de source, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement et en fait, le gros de la standardisation, il arrive avec l'âge industriel à la fin du 19e. Il faut savoir qu'initialement, aux États-Unis, les compagnies de train avaient des largeurs de rails différentes. Donc en fait, les trains ne pouvaient pas circuler partout, ni n'importe comment. Elles ont dû se mettre d'accord pour que ce soit le cas. Donc c'est vraiment un processus qui a d'abord été national, puis secondairement international. C'est pour ça que vous avez des normes européennes. Mais tout comme les prises électriques, une fois que ça a été mis en place et standardisé dans un pays, c'est compliqué de dire à tous les autres pays qu'ils vont changer leurs propres prises pour rejoindre les autres. En santé, on va avoir cette standardisation et on va avoir 4 types de standardisation qui sont, vous allez le voir, tous très importants. Le premier, c'est la standardisation de conception. Quand vous faites une seringue, vous avez envie qu'à chaque fois que vous commandez une seringue, vous ayez la même seringue, qu'elle ne soit pas systématiquement différente. Pareil pour les aiguilles. Donc c'est important que quand on commande un matériel, on ait à peu près la même chose. On a un standard de terminologie. C'est pareil, quand on va parler d'une pathologie, c'est bien qu'on soit tous d'accord sur cette pathologie. Il suffit de voir, ne serait-ce que sur le DSM pour la psychiatrie, selon les DSM, on ne va pas parler de la même chose avec le même mot. Donc il y a cette importance de la terminologie. Ensuite, il y a un standard de performance. Ça, c'est très simple, c'est les examens que vous faites passer à vos soignants. Vous voulez quand même que l'infirmier soit capable de base de faire une piqûre. Vous voulez que le médecin de base soit capable de diagnostiquer une gastroentérite. Donc, c'est des standards de performance. Et enfin, celui qui va nous intéresser, c'est les standards de procédure. C'est les recommandations de bonne pratique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces fameuses recommandations? Alors, si on retourne un petit peu dans l'histoire, la toute première conférence de consensus, qu'on associera comme la première vraie recommandation, a été demandée au National Institute of Health par le Congrès des États-Unis devant une augmentation des coûts suite au développement des technologies pour le dépistage du cancer du sein. Donc, concrètement, la première recommandation qui a été demandée, c'était face à cette disparité et face à l'impact que ça avait sur les coûts. Et c'était il y a déjà plus de 50 ans, enfin à peu près 50 ans, et donc depuis, ce rôle des recommandations a quand même pas mal évolué. Alors, globalement, leur rôle, ça va être de nous aider entre deux extrêmes. Le premier, c'est que des pratiques complètement hétérogènes, où en fait on ne reconnaît pas la même chose, tellement d'un côté c'est différent de l'autre, et pour un patient de voir que la gastroentérite va être traitée de 3 façons différentes, avec 3 médecins différents, ça peut être un peu anxiogène, et donc ça pose question. Et à l'inverse, c'est trouver une place pour que toutes les pratiques ne soient pas identiques, parce qu'on ne va pas faire le même traitement, par exemple par rapport aux statines, on ne va pas faire le même traitement à chaque patient, ça va être en fonction des risques individuels. Donc en gros, ces recommandations, c'est une forme de base de données de la science. Ça reste des données scientifiques qui portent sur une population. Donc après, c'est à charge à nous, sur les recommandations, ensuite de les extraire pour les adapter aux patients. Il faut bien noter qu'il y a des histoires de méthode, du coup, sur comment sont conçues ces recommandations. Qu'intrinsèquement, les recommandations, du fait de ces méthodes, vont plus facilement proposer des médicaments, parce que les essais cliniques randomisés portent beaucoup plus souvent sur des médicaments que sur des modifications de traitement. Donc ça, c'est quand même, ça induit certaines choses. Et il faut plus voir ça comme une base à inclure dans l'evidence-based medicine. Et comme on le disait juste à l'instant d'ailleurs, le bon livre de cuisine ne fait pas le bon cuisinier. Ce n'est pas parce que vous avez une bonne recommandation sous la main que vous serez nécessairement un bon soignant. Alors, quels sont les enjeux? Ça, on est tous à peu près d'accord. Le but, c'est de favoriser les bonnes pratiques pour de meilleurs soins au plus juste coût. Mais, tout le monde n'a pas la même définition de ce que c'est qu'une bonne pratique, de ce que c'est que le meilleur soin et de ce qu'est le plus juste coût. Donc, si on prend par exemple l'État. Qu'est-ce que c'est pour l'État?
en tout cas les institutions étatiques, le fait de favoriser les bonnes pratiques aux meilleurs soins et au plus juste coût? En premier lieu, il va y avoir la rationalité, l'efficience. On veut que chaque euro soit le plus performant possible et ramène le plus pour la santé publique. Donc il y a cet aspect un peu de rationalité du soin. Et un aspect de pilotage. Les recommandations, ça va fournir des indicateurs et du coup, grâce aux indicateurs, on peut savoir comment les professionnels travaillent. Et ça, les politiques et les institutions, ils aiment bien savoir ce qui se passe sur le terrain. On a eu quelques interventions en plénière qui nous le montraient. Et enfin, il y a une notion de soft power, donc je m'excuse pour les anglophobes. Vous savez peut-être qu'il y a eu, il y a quelques décennies maintenant, ce qu'on appelle les références médicales opposables. On disait aux médecins, tu fais ça ou tu vas perdre des sous. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien. Et bien, ce qui marche mieux que de dire aux gens ce qu'il faut absolument qu'ils fassent, c'est de dire, on vous conseille de faire. Et ça change plus les pratiques que l'obligation. C'est ce qu'il faut savoir. Donc ça, c'est dans cette vision-là qu'on va retrouver l'intérêt des recommandations de bonnes pratiques pour les institutions étatiques. Pour les sociétés savantes, on va aussi avoir des enjeux un peu différents. Déjà, chaque spécialité va avoir un peu envie de se positionner grâce à la recommandation comme de référence sur la pathologie en question. Et puis, si ça peut être l'association précise sur la pathologie, sur la spécialité, et pas l'autre association de la spécialité, c'est peut-être mieux aussi. Et tout ça, c'est d'agir avant que les politiques finissent par dire « bon, il y a quand même des bêtises, il faut agir ». Alors, un exemple très concret, vous connaissez peut-être les centres de lutte contre le cancer et les CHU. Les deux traitent les cancers. Sauf qu'en fait, au début, il y avait quand même un petit peu, pas ce conflit, mais d'un côté, vous aviez les oncologues qui allaient se spécialiser en digestif, et de l'autre, les digestifs qui vont se spécialiser en oncologie. Et donc, il y avait un petit peu cette difficulté pour chacun des deux de dire c'est moi qui décide, non, c'est moi qui ai les meilleures pratiques, ainsi de suite. Et donc, du coup, les centres de lutte contre les cancers ont été les premiers à établir les recommandations de bonnes pratiques, et ça leur a permis, dans un rôle un peu de lutte intestine, en tout cas de rapport de pouvoir entre spécialistes, de s'imposer. Donc vraiment, il y a aussi cet enjeu de pouvoir au sein des sociétés savantes des disciplines. Et enfin, au niveau des patients et des médecins, quels vont être les intérêts de favoriser tout ça? Déjà, quand on est en pleine situation d'incertitude face au patient pour le traiter, avoir une recommandation, c'est quand même confortable. On ne se dit pas qu'on part tout seul sur un chemin inconnu. Ensuite, c'est une synthèse de données, parce qu'effectivement, si vous devez vous amuser à faire de la recherche sur PubMed pour la moindre pathologie, vous allez avoir beaucoup plus de temps à passer par consultation et ça va faire un peu long. Ensuite, une base commune. C'est aussi rassurant de savoir que le collègue fait à peu près la même chose que nous. Quand on fait une activité complètement opposée à celle des confrères, ça peut mettre en difficulté et on peut se sentir mal à l'aise. Et enfin, ça organise un petit peu. Ça peut nous dire, oui, là j'ai bien raison d'aller voir tel autre spécialiste d'organes, tiens, là j'ai bien raison de prescrire tel autre examen complémentaire. Donc ça organise un petit peu la place de chacun et le système. Alors après, on va avoir des problématiques pratiques sur ces fameuses recommandations. C'est-à-dire que, oui, on voudrait bien les appliquer, mais parfois, il y a des spécificités aux patients. Si la recommandation demande par exemple un scanner et que le patient il est phobique des scanners parce que c'est trop serré, ça peut être un peu compliqué. On va avoir l'impliquer le patient, c'est comme on l'a dit à l'instant, c'est-à-dire que les recommandations disent facilement faites participer le patient au fait qu'il prenne ce traitement. Oui, mais en fait, ce n'est pas une participation. Si à la fin, il prend nécessairement le traitement. Donc, il y a cette espèce d'injonction paradoxale de faites participer le traitement, le patient, mais sans que vous ayez vraiment de variabilité possible au niveau de vos traitements. Et enfin, les spécificités locales. Là, on en parlait un petit peu à l'instant. Si vous avez la recommandation qui demande un scanner en urgence et que vous, il est impossible d'avoir un scanner en urgence et au moins 1 mois et demi d'attente, vous vous doutez bien que vous allez vous mettre en difficulté, que vous allez être ça ne sera pas possible d'appliquer au stricto sensus les recommandations. Ensuite, on a une problématique théorique. Alors, l'effet de halo, c'est un effet que vous connaissez bien indirectement, c'est que changer des petites choses dans la périphérie de votre vie, c'est simple. Changer en profondeur, c'est plus compliqué. On va reprendre l'histoire de prendre l'avion. Alors, si pour sauver l'environnement, je vous demande de changer votre touillette de café de plastique en bambou ou en bois, vous vous rendez compte que l'effort sur votre pratique, sur votre vie quotidienne, il est quand même modéré. Donc c'est un changement que vous ferez assez facilement. Si maintenant je vous demande d'arrêter de prendre l'avion, de réduire vos distances de voyage et de prendre plutôt le train, vous saisissez l'intérêt de le faire, mais ce sera quand même plus compliqué de le faire. Donc l'effet de halo, ça veut dire que
vous allez voir la recommandation, vous allez saisir qu'effectivement, il y a peut-être un élément positif à changer vos pratiques, mais ce n'est pas parce que vous l'aurez saisi que vous allez nécessairement réussir à le mettre en place, de par le fait que vous êtes humain et vous avez votre fonctionnement. Globalement, elles sont quand même assez peu appliquées. Alors, c'est relatif, mais c'est-à-dire que, par exemple, en 2008, les recommandations de l'hypertension artérielle appliquées telles quelles, ce n'était le cas que dans 26% des pratiques de médecins généralistes. Et il y a ce problème souvent de verticalité, c'est-à-dire quand c'est une recommandation qui a été réalisée, par exemple, par une société de spécialistes d'organes au-dessus, comme typiquement des cardiologues, qui donc ont une vision à eux de ce qui se passe en médecine générale, de par le carré de White et les études qu'ils utilisent vont avoir une vision très spécifique et donc correspondent peut-être pas techniquement à ce que vous faites dans votre pratique quotidienne. Et enfin, elles peuvent être contradictoires. Donc ça aussi, ça veut rassurer les gens qui se disent « oui, mais si je ne suis pas les recommandations, je risque de me prendre un procès ». Bon, déjà, il n'y a pas d'article spécifique sur le sujet, mais pour besoin d'autres articles, j'ai regardé, il n'y a jamais vraiment eu de procès parce que la recommandation n'a pas été suivie, hein, c'est de l'ordre du mythe. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, bien évidemment, hein, mais voilà. Et si c'est contradictoire, vous allez avoir du mal à appliquer tout et son contraire. À savoir qu'ils ont fait une petite étude aux États-Unis, ils ont mis dans les logiciels un add-on qui faisait des pop-up pour chaque patient, en mettant ce qu'il faudrait faire selon les recommandations. Et en fait, 55%, ce n'était pas réalisable. Par exemple, ça demandait de faire un frottis à des femmes qui avaient eu une hystérectomie. Ça demandait de faire une recherche de problématiques, par exemple, sur le dépistage, dans le cadre d'un élément aigu où le médecin disait « ben non, je ne peux pas gérer et une gastro-entérite aiguë et parler à la patiente de dépistage derrière, ce n'est pas le bon moment ». Donc, concrètement, c'était trop difficile à mettre en place en systématique. Et ils ont fait une étude, c'est que si jamais on demandait aux médecins généralistes états-uniens d'appliquer l'intégralité des recommandations à l'intégralité de leur patientèle, il faudrait qu'ils travaillent 26,7 heures par jour pendant 5 jours. Donc, si on veut retenir quelque chose de tout ça, on est vraiment sur des feuilles de route idéales. Il ne s'agit pas de se dire que les recommandations ne servent à rien. Bien au contraire, elles sont très utiles. Mais il faut bien noter que c'est plus un moyen qu'une fin. C'est une façon d'atteindre votre objectif et non pas un objectif à atteindre. Donc vraiment un point de départ par rapport à tout ça. Elles sont très utiles dans un cadre d'incertitude, mais il faut bien noter qu'elles ne l'éliminent pas complètement. Elles sont là pour vous aider. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des enjeux politiques multiples. Quand vous avez une recommandation, ce n'est pas uniquement un objet scientifique de la qualité qu'il faut évaluer, comme disait mon collègue juste avant. C'est également un objectif politique derrière. Hein. Il y a plein de gens qui ont des enjeux différents sur les mêmes recommandations. Et enfin, n'oubliez pas votre adaptateur électrique quand vous faites des voyages à l'étranger. Merci beaucoup.